n'auront plus accès aux réseaux sociaux. C'est très clair. Tous les jeunes de moins de 18 ans. De moins de 18 ans. Il y aura des plages horaires au cours de la journée où ça sera ouvert. Mais pour faire de l'éducation. Tous les pays sérieux, aujourd'hui, sont en train de venir à cela. Nous allons le faire. Première chose. Deuxième chose, il y a une loi qui a été votée en 1904 qui préserve les jeunes des matières et des boîtes de nuit. C'est la loi sur le débit des boissons. Elle n'a jamais été mise en application en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai mise en application à Tia-Salé. Vous n'avez pas 18 ans, vous ne mettez pas les pieds dans une boîte de nuit, dans un mati. Nous allons appliquer strictement cette loi-là. Troisième chose, l'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on reprend en main notre jeunesse? Eh bien, nous allons imposer la discipline. Service militaire obligatoire pour tous les jeunes. Obligatoire. Donc voilà des éléments que je mets sur la table et qui vont composer notre programme que nous allons diffuser bientôt. D'accord. Voilà, cher ami, très bien. Lamine, voilà la réponse que je voulais donner par rapport à ça. Oumar Nourdine Rassouma. Salut Timoko, je dois vous avouer que j'apprécie beaucoup ce côté-là en vous de la dénonciation. Je rappelle que vous étiez un observateur critique il y a quelques années. Aujourd'hui, vous êtes acteur politique et ça, c'est à féliciter totalement. Mais je voudrais qu'on aille dans le fond du sujet. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne faites pas du populisme. Et moi, j'ai plutôt l'impression que vous faites ce que j'appelle de la politique d'essuie-glace. Vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Parce que vous avez dit dans une émission que vous êtes de droite et vous êtes à la fois social, donc libéral et social. Je rappelle, le libéralisme, c'est l'ouverture des marchés, social, c'est aussi la protection des peuples. Je voudrais savoir concrètement, vous êtes où? Parce que le choix des mots en politique, c'est concret. On ne peut pas être à la fois à gauche ou à droite. Et je viens, permettez-moi, pardonnez-moi, je vais terminer. Vous dites aussi que vous allez interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 18 ans. Très bien. Ça aussi, c'est peut-être du populisme. Sinon, dites-moi comment vous allez financer cela, combien ça va coûter et comment ça va se faire en combien de temps. Et je termine avec une dernière question, permettez-moi. Oui, bien sûr, allez-y. Écoutez, concernant les politiques des jeunes, quelles sont les 3 réformes concrètes que vous allez mettre en place une fois que vous accéderez au pouvoir? Écoutez, alors, sur la question du procès en populisme, je pense que, je vous l'ai dit, ça ne signifie rien du tout en réalité. Bien sûr. Pour moi, ça ne signifie rien du tout. C'est la preuve que ceux qui l'opposent n'ont pas d'argument. Et là-dessus, je n'ai même pas à rougir dessus. Alors, vous dites comment on va financer la restriction de l'accès. Avant d'y arriver, j'ai posé la question. Vous êtes libéral ou vous êtes... Oui, mais est-ce que tout ça a un sens aujourd'hui pour les peuples? Libéralisme économique, socialisme. Aujourd'hui, les peuples veulent du résultat. Quelle que soit la politique qu'on déploie, les gens veulent du résultat. Ils veulent de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils veulent que l'économie soit forte, ainsi de suite. Donc, on n'a pas à se déterminer clairement par rapport à... Nous pensons que ce qui est bon dans le libéralisme, dans le promouvoir, ce qui est bon dans le socialisme, dans le promouvoir, à condition que cela produise, in fine, un résultat qui améliore le sort des gens. Le libéralisme sauvage, tel qu'il est appliqué par certains régimes, nous n'en voulons pas. Ça veut dire quoi, le libéralisme sauvage? Ça veut dire que le peuple est abandonné à l'arbitraire du marché. Le peuple est abandonné à l'arbitraire des commerçants. Il n'y a pas de régulation réelle, il n'y a pas de contrôle des prix. Ce libéralisme-là, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les Ivoiriens soient protégés par leur État et qu'ils ne soient pas, j'allais dire, abusés par ceux qui font le pratique commercial sous terrain. Voilà pourquoi nous parlons de prendre ce qui est positif dans le libéralisme et aller... Pardonnez-moi, mais si je vous comprends bien, vous voulez passer d'un système néolibéral à un système néoprotectionniste? Oui. Non, pas forcément. Pourquoi? Pas forcément, on ne va pas le durcir. Oui. Nous pensons que le marché doit se réguler lui-même. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais l'État doit rester en observation et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. C'est ça que nous disons. C'est très clair pour nous. Donc avec vous, moins de dumping, plus de dumping? Non, il y aura moins de dumping. Okay. Il ne peut pas y avoir plus de dumping. Nous allons faire en sorte que le citoyen ne soit pas contraint à l'arbitraire du marché. L'État ne va pas se mettre dans le marché réellement, mais va rester en observation et prêt à intervenir lorsque les abus sont observés. Pour nous, c'est très clair là-dessus. Et donc, là-dessus, il faut appliquer aussi une bonne dose de socialisme. Nous pensons que toute politique qui n'a pas un côté humain n'est pas à appliquer. Et là-dessus, nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire doit faire plus. Le côté social est le boulet du régime RADP. Quelles que soient les réussites économiques qu'ils ont eues, le volet social est le boulet. Et nous allons le dire pendant la campagne qui va commencer. Voilà ce que je voulais dire dessus. Sur la question de la jeunesse par rapport au contrôle des réseaux sociaux. Mais est-ce qu'un État a le droit de dire investir pour protéger la jeunesse va coûter trop de l'argent? C'est pas ce que j'ai dit. Non, vous demandez comment on finance ça. Ça semble populiste. Comment on finance ça? Non, l'idée, voilà, c'est de dire, est-ce que vous avez dimensionné, est-ce que vous savez où vous allez prendre cet argent? Oui, mais écoutez... Et ça va coûter combien à l'État? Je pense que c'est ça la substance de sa question. Non, ce que je veux dire, il y a un ministère de la jeunesse qui a un budget. Une année, il y a 2 ans, l'État avait parlé de 360 milliards pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. On a trouvé de l'argent. Pourquoi, pour protéger la jeunesse contre les abus des réseaux sociaux, on ne trouverait pas de l'argent? Les ressources internes sont disponibles au ministère de la Jeunesse. D'ailleurs, ADCI entend supprimer le ministère de la Jeunesse. Ah bon? Oui. Pourquoi? Oui, parce que nous voulons que... Par quoi? Par les collectivités. Il y aura une direction de la jeunesse, mais pas un ministère,
avec des fonctionnaires qui fonctionnent, qui gèrent des bureaux et qui dépendent de l'argent. Nous voulons faire en sorte que les collectivités soient replacées au cœur de l'éducation de nos enfants. L'État va donner les moyens aux collectivités avec des missions très claires pour que les maires jouent leur rôle de premier impact de la jeunesse sur le terrain. Voilà comment on le fait. Donc, pour financer Non, mais pardonnez-moi, ce sont des annonces, d'accord, mais combien ça va coûter, cette idée, cette ambition que vous avez? Est-ce que vous avez mesuré tout cela, en fait? C'est bien beau d'annoncer. Nous pensons que ça va coûter, en termes d'équipement, pour contrôler tout ça, ça va nous coûter autour de 100 milliards de francs CFA. Et pourquoi durer pour donner les chiffres? Non, il faut que je déploie, que je développe. 100 milliards, est-ce que vous pouvez développer, expliquer? Est-ce que 100 milliards... Mais écoutez, pourquoi juste pour effacer des réseaux sociaux, on va supprimer 100 milliards? Non, on n'efface pas. Mais vous savez que 100 milliards, ça peut financer des jeunes. Non, mais vous financez les jeunes pour faire quoi? Pour des projets de création d'entreprises. Mais justement, cela est déjà fait. Vous parlez de la préférence nationale. J'arrive. On a un problème de compétitivité. On va laisser développer. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Allez-y. Je vous ai dit que la Constitution de Côte d'Ivoire dit que l'État et les collectivités doivent protéger les jeunes contre les atteintes à leur moralité. Comment vous mettez en œuvre cette exigence de la Constitution si vous ne déployez pas les moyens? Comment vous la mettez en œuvre? Il faut des moyens. Aujourd'hui, vous avez la PLCC, qui est un outil créé par l'État de Côte d'Ivoire, qui fonctionne. On peut mieux équiper pour faire du contrôle, pour sanctionner, avec les plateformes qui gèrent ces réseaux sociaux, avoir des accords pour que des mécanismes soient mis en place pour contrôler. Ça se fait ailleurs. Donc nous avons dimensionné ça à hauteur de 100 milliards pour qu'on ait l'équipement et qu'on contrôle cela. Pour nous, c'est très important. Et ADCI le fera. Parce que si on ne fait pas cela, cette jeunesse-là, peut-être que vous avez eu la chance d'être bien formé par un système qui n'est pas aussi à l'abandon comme ce que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que non seulement le niveau de la jeunesse s'affaisse, mais elle n'est pas protégée contre les atteintes à son éducation. L'État de Côte d'Ivoire doit reprendre cela en main et nous devons le faire. Voilà. Très bien, Josias. Alors, M. Assalit Seboko, en tout début d'expression, vous avez signifié que vous êtes pour la réforme de la Commission électorale indépendante. Oui. Et il y a plusieurs partis politiques, surtout d'opposition, naturellement, qui demandent à ce qu'il y ait également réforme de la Commission électorale indépendante. Et ces partis politiques-là ont décidé de ne pas du tout partir à l'élection avant cette réforme-là, pour beaucoup. Mais quand même, ces partis ont déposé des candidatures. Mais on remarque que ces partis-là sont vraiment rigides à l'idée de réformer la Commission électorale indépendante. Et lorsqu'on pense à cette réforme-là, cela signifie que, pour beaucoup, c'est qu'il y a, du moins, on ne peut pas gagner une élection avec cette Commission électorale indépendante contre le RHDP. C'est ce qui est généralement défendu. Alors, si vous pensez également qu'il faut réforme de la Commission électorale indépendante, parce qu'il y a beaucoup de mots qui peut-être vont vous empêcher de gagner l'élection, comment est-ce que ça se fait que vous partiez à cette élection-là avec ces problèmes, ces mots que vous décriez avant, tout en pensant à la réforme? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est que dans votre programme, vos futurs projets, vous pensez qu'il faudrait revenir sur la configuration juridique de l'acquisition des terres, de l'allocation des terres, oui, et privilégier les Ivoiriens. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se rappelle que cet élément-là, c'est-à-dire l'acquisition des terres et tout, a créé de nombreux problèmes, de nombreux maux à la Côte d'Ivoire. Avec tous les projets qui ont été mis à partir de l'ivoirité de 95 jusqu'à 98, on s'est rendu compte qu'il y avait des véritables maux en Côte d'Ivoire à cause de cet élément-là. Est-ce que vous êtes sûr, vous pouvez garantir aux Ivoiriens que lorsque vous allez arriver à la tête de la Côte d'Ivoire, avec ce projet-là, on n'aura pas de maux? Alors, je vais être très clair avec vous. Alors, sur la question de la CEI, vous savez, j'étais au Parlement quand le projet de loi portant modification de la Commission électorale indépendante pour le bureau central a été envoyé à l'Assemblée. Et j'ai assisté au débat entre le parti au pouvoir, les partis d'opposition qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Si vous prenez la minute des échanges, vous prenez la vidéo des échanges, vous allez voir que je me suis insurgé contre la volonté des partis politiques en Côte d'Ivoire de contrôler l'appareil qui organise les élections. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire veulent contrôler l'appareil. Parce qu'ils sont convaincus que c'est l'appareil qui fait gagner un candidat. C'est très grave. Et donc, quand moi je parle de réforme, la CEI, elle ne sera pas obtenue avant cette élection présidentielle-là. Parce qu'il y a des conditions à mettre en œuvre avant que cela ne se fasse. Donc, pour l'année prochaine, peut-être. Mais quand je parle de réforme, c'est de faire en sorte que les partis politiques ne soient pas prédominants dans la commission électorale indépendante. Et que dans le seuil local, les partis politiques ne soient pas trop prédominants pour, je l'ai dit, fausser le jeu électoral. Mais au-delà de ça, les élections arrivent dans quelques semaines, dans 2 mois maximum. Qu'est-ce que nous faisons? Vous dites que des partis politiques critiquent la CEI, en même temps, on dépose leur dossier. Et nous autres aussi, nous ne critiquons pas forcément la CEI, mais nous avons déposé sur nos dossiers. Parce que nous considérons qu'une élection doit se tenir et que la souveraineté appartient au peuple. Et qu'il appartient aux candidats de faire en sorte que les Ivoiriens se lèvent pour aller voter librement leur candidat. La CEI centrale, ou surtout tous les partis politiques, est pour moi équitable. Ils sont là-bas. Ce qui peut être faussé, c'est les résultats qui viennent du bas, des commissions locales. Et donc, il appartient aux partis politiques de s'organiser. Il y a 25 000 bureaux de vote
Concernant les CEI locales, tous les candidats sont censés avoir des représentants. Non, les candidats ne sont pas représentés dans les CEI locales. Voilà. C'est un bureau de vote, tu veux dire? Non, c'est différent de la CEI locale. Bien sûr, c'est différent, mais... Dans les bureaux de vote, chaque candidat envoie des représentants. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'il appartient aux partis politiques de s'organiser pour être effectivement représentés dans les 25 000 bureaux de vote. Vous ne pouvez pas aller aux élections présidentielles avec 25 000 bureaux de vote et être représenté seulement dans 10% des bureaux de vote et prétendre que l'élection a été faussée alors que vous n'étiez pas dans 90% des bureaux de vote. Donc la responsabilité des acteurs politiques est engagée. Est engagée. C'est à eux de s'organiser. Première chose. Deuxième chose, vous dites qu'ils critiquent mais ils déposent. Mais c'est aussi là un peu la situation que nous vivons. Parce qu'ils sont intérieurement convaincus que même si cette CEI n'est pas réformée maintenant et que l'élection s'organise, que l'opposition est organisée, elle peut gagner. Je comprends. Ils pensent que c'est pour cela qu'ils ont pu déposer leur dossier. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ce qui concerne la CEI. Pour ce qui concerne le foncier. Mais vous savez, l'un des problèmes les plus cruciaux que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est le foncier. Chacun de nous sait que le foncier, à la fois urbain et rural, est une véritable bombe sociale. Il y a des parties entières du pays où les populations vivent à l'étroit, sur des petites surfaces, parce que les terres ont été bradées. Il y a une telle prédation sur nos terres que si nous ne réagissons pas maintenant, dans 5-10 ans, cela va exploser. Et donc nous, à ADCI, nous disons que le problème doit être pris à bras le corps, avec le courage politique qui va avec. Quand je dis que je voulais mettre un moratoire de 3 ans sur les terres en Côte d'Ivoire, mais c'était un cri au scandale. Pourtant, le ministère de l'Agriculture, dirigé par monsieur, à l'époque, le ministre Sangafoua, proposait un moratoire de 10 ans sur les terres rurales. Moi, je propose 3 ans. Pour pouvoir immatriculer toutes les terres non encore immatriculées. Pour qu'on sache les délimitations des frontières des villages, des campements. Que tout ça soit balisé avant qu'on ouvre le marché pour faire la transaction. Alors, pour nos téléspectateurs, vous pourrez expliquer en quoi va consister ce moratoire de 3 ans? Ben, on ne vend pas. Toutes les terres non immatriculées, on ne les met plus en vente pendant 3 ans. Le temps que l'État se donne les moyens de les faire immatriculer. Et celles dont les immatriculations sont en cours? Ben, le commerce continue. Continue, mais en même temps, nous pensons que nous devons créer un tribunal spécial du foncier et de l'immobilier. Parce que le faux qui a cours dans le secteur immobilier est incroyable en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Les documents qui sont trafiqués, il y a une véritable industrie du faux sur le foncier en Côte d'Ivoire. Les faussaires savent que le Conseil d'État, qui est le seul habilité à annuler un LACD, fonctionne de telle sorte que même un procès qui commence en 2024-2025 peut se terminer dans 10 ans, alors que l'individu a perdu son terrain. Il faut créer un tribunal spécial avec des magistrats outillés, une police spéciale qui fasse en sorte que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable pour que les faussaires ne prospèrent pas. Pour nous, c'est un marqueur essentiel et ADCI se donnera les moyens de le faire appliquer. Mélina Makissi? Vous prenez la priorité nationale. Selon Bloomfield Intelligence, seulement 5% des multinationales donc, génèrent 80% de la richesse nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour inverser cette tendance? J'ai expliqué que la priorité nationale diffère un peu de la préférence nationale. La préférence nationale est un peu exclusive. La priorité nationale intègre les autres. Mais dans des politiques sociales, dans les politiques spéciales, on donne la priorité aux nationaux. Nous n'avons pas vocation à vouloir dire que les multinationales qui représentent pratiquement 80% de notre PIB doivent du jour au lendemain dégager la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, nous allons continuer à l'accompagner et à faire en sorte que l'environnement des affaires s'améliore pour qu'ils continuent à investir. Mais dans le même temps, quelle politique peut-on mener pour un pays quand les populations elles-mêmes ne se sentent pas prises en compte par le fonctionnement de l'État? On sait que en Côte d'Ivoire qu'il y a des secteurs économiques entiers dans lesquels les Ivoiriens ne peuvent pas prospérer. Aller au port de pêche, aller dans le secteur du bois, aller dans le secteur de l'agroalimentaire. Il n'y a pas d'Ivoiriens dans ce secteur. Non, peut-être que vous exagérez un peu. Il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y en a aucun. Non, je veux dire, les Ivoiriens ne prospèrent pas. Oui, peut-être qu'ils ne prospèrent pas, mais dire qu'il n'y en a pas, ça peut prêter à confusion. Ils sont extrêmement marginalisés. Il faut utiliser les mots qu'il faut. Quand vous allez au port de pêche, vous n'avez pas d'Ivoiriens qui ont pignon sur rue au port de pêche. Nous disons que ADCI au pouvoir, ce ne sera pas d'écarter les autres, mais de faire en sorte que nos acteurs nationaux, locaux, aient les moyens, avec le soutien de l'État, de reprendre en main le marché. C'est ce que nous voulons faire. Dans le secteur du bois, on le fera. Dans le secteur de la poissonnerie, on le fera. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier portonnier d'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que vous savez que notre pays ne dispose d'aucun bateau? Et que tout le poisson qu'on consomme qui arrive au port d'Abidjan, au port de pêche d'Abidjan, est pêché par des bateaux battant pavillon Ghana, Sénégal, Belize, Chine, et qu'aucun n'appartient à notre pays. Est-ce que pour vous, on a des champions nationaux ivoiriens, des champions Mais justement, c'est la priorité nationale, la politique de la priorité nationale qui va envoyer les champions nationaux. On n'en a pas? On n'en a pas. On n'en a pas aucun? Dans le secteur bancaire, on a des champions nationaux.
Mais je parle du secteur, on va me dire, des secteurs comme l'agroalimentaire, le riz, les questions de la pêche, du bois. Dans les secteurs précis, on n'a pas de champions nationaux. Quel entrepreneur jeune en Côte d'Ivoire, vous voyez, qui prospère, qui gagne de l'argent, qui remporte des marchés et qui peut être porté comme quelqu'un qui, dans 5 ans, 10 ans, va être un champion national. La Côte d'Ivoire n'a pas encore pris ces choses en main. Donc, quand nous disons priorité nationale aux Ivoiriens, ça veut dire que désormais, dans notre pays, nous allons le faire et nous allons l'assumer. Il y a des secteurs économiques que nous allons considérer comme exclusifs, dans lesquels nous ne pourrons agir que seulement les Ivoiriens. Au Nigeria, ça a été fait. Au Ghana, ça a été fait. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas le faire? Et nous le ferons. Alamine Fofana. Très rapidement, pour rebondir sur la question de Mohamed Nour, c'est que vous savez que pour mesurer la crédibilité d'un homme politique, il ne suffit pas seulement de voir les idées qui sont proposées, mais il faut voir le lien entre la qualité du programme et le management des finances publiques qui sont allouées pour mettre en place ces programmes-là. Lorsqu'il pose la question de savoir est-ce que vous avez chiffré l'initiative qui est d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 18 ans, au début, vous laissez entendre que rien n'est assez cher pour pouvoir mettre dans la jeunesse. Donc, au bout de 5 minutes, vous revenez, vous sortez 100 milliards. Ça peut peut-être laisser la confusion pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de somme prévue pour la chose, mais la circonstance a fait que la somme est sortie. Pour revenir sur la question, j'ai 2 questions. La première chose qui me gêne aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques fuient le débat de l'idéologie, quitte à dire qu'on cherche le pragmatisme et des choses concrètes. Non. Les idéologies, c'est la simplification de la réalité. Une société de confiance dont vous faites mention s'inscrit par des actions qui sont cohérentes par rapport à votre projet de gouvernance. Donc votre projet de gouvernance de société, qui est la vision à long terme, est matérialisé par un programme de gouvernance qui, lui, est un recueil de politiques publiques à mettre à court et moyen terme pour atteindre le projet de société. Donc, vous serez certainement plus proche d'un régime libéral ou d'un régime socialiste, ou bien dites-nous clairement si vous êtes centristes, qui eux sont à équidistance entre les deux blocs, mais qui ont aussi leur risque et péril. Bon, je pense que fuir le débat de l'idéologie, c'est souvent peut-être faire montre d'une quelconque incapacité de pouvoir assumer sa position. Parce que, je termine pour dire que il peut arriver que même les populations n'ont même pas forcément les compétences pour lire un programme de gouvernance. Le projet de société du RHDP, une Côte d'Ivoire solidaire de 60 pages, mais je vous dis que ce n'est pas accessible pour tous les Ivoiriens. Mais ça doit exister. Donc on doit connaître votre position idéologique pour connaître vos promptitudes d'action. Donc est-ce que vous ne fuyez pas le débat sur la question? Non, je ne fuis pas le débat sur la question. J'ai dit que ça n'a pas de sens pour nous aujourd'hui. Les questions idéologiques dans le contexte africain n'ont pas de sens. Libéralisme, socialisme, centrisme, cela ne veut strictement rien dire par rapport aux enjeux qui sont ceux que nous devons déployer. Nous pensons, je vous le dis, que sur les questions du libéralisme économique, nous sommes d'accord pour que l'État ne soit pas trop présent dans le marché. Mais en même temps, reste en back-office et contrôle. Nous sommes d'accord avec cette façon de faire. Nous sommes contre le libéralisme sauvage qui laisse les citoyens face aux acteurs économiques qui font tout ce qu'ils veulent sans contrôle. Voilà notre position très claire. Sur la question du socialisme, nous disons qu'il y a le laxisme du socialisme, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais nous disons qu'aucune politique n'a de sens s'il n'y a pas une dose de socialisme, s'il n'y a pas une dose de social. Et donc, de ce point de vue-là, nous allons mettre une grande dose de social dans les questions libérales que nous allons déployer. Ça, c'est très clair. Nous ne voulons pas nous affirmer socialistes, libéral ou bien centriste par rapport à ça. Pour revenir sur la question des champions nationaux, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la gestion du port de pêche en Côte d'Ivoire. Je peux dire aujourd'hui qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au port de pêche, il n'y a pas plus de 4 Ivoiriens qui détiennent des conteneurs de redistribution. Voilà. Il y a une réalité qui est frappante, c'est que les Français, les Libanais et les Chinois qui détiennent la majorité des stocks là-bas, c'est des entrepreneurs qui ont les moyens. Donc aujourd'hui, comment vous arrivez à faire en sorte que l'Ivoirien puisse reconquérir ce secteur-là, là où il y a des initiatives gouvernementales qui ont interdit l'exportation des produits congelés pour pouvoir augmenter les producteurs locaux. Là où on sait que... Justement, dans le prolongement de cette question, vous dites ces secteurs-là sont tenus en grande partie par des non-nationaux. Est-ce qu'on a empêché les Ivoiriens de s'y intéresser, finalement? Non, c'est pas une Et justement, comment faire en sorte que les Ivoiriens reviennent dans cette... L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Ressources halieutiques et animales, a permis la mise en place d'une interprofession dans le secteur du poisson en Côte d'Ivoire. C'est cela. Il y a une interprofession. Mais aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de concurrencer les grands acteurs qui sont sur le secteur. Je vous ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire ne possède aucun bateau. La preuve, la Côte d'Ivoire vient de signer une convention avec l'Union européenne qui permet à l'Union européenne de venir pêcher dans nos eaux pendant pratiquement 4 ans pour nous donner 2 milliards seulement. Là où, à côté, au Sénégal, ça a été interdit, le Sénégal a réclamé près de 15 milliards, ils l'ont obtenu. Et donc, nous pensons que l'État doit pouvoir mettre à disposition des acteurs de ce secteur-là des bateaux de pêche, quitte à les faire gérer par l'interprofession
pour rembourser l'investissement, c'est l'une des solutions les plus viables. Et j'en ai déjà discuté avec les acteurs du ministère, les ressources halieutiques, qui sont d'accord avec cette façon de faire. Mais dans le cas actuel, il ne peut pas agir parce qu'il y a ces conventions qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ce n'est pas encore dénoncé et donc il lie les mains à tous les acteurs. Pour nous, il appartient à l'État de reprendre sa souveraineté sur ces secteurs-là. J'ai été en infiltration au port de pêche. Sous mes yeux, des bateaux sont arrivés, battant pavillon Ghana. Salut, voilà comment ça se fait, c'est comme ça se fait. En fait, vous voyez, je suis vu ce débat-là avec M. Saleh Timoko et je vois que vraiment, il défend bien son programme, il dit beaucoup de choses qui sont vraiment prenables, je peux dire, mais dans les détails, il y a certains trucs qui ne sont pas faisables. Par exemple, quand il dit non que les enfants de moins de 18 ans n'auront pas accès à Internet, ainsi de suite, mais je crois qu'il fait fausse route. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas que tous ceux qui possèdent les téléphones vont au magasin pour en acheter ou même réussissent à pouvoir se procurer le téléphone dans un coin précis. Les gars se vendent les téléphones comme des petits pains. Bon, je peux dire que entre amis, les gars se vendent des téléphones. Donc là, comment tu peux faire, comment tu peux appliquer ta stratégie? Bon, tu vas infiltrer le réseau pour pouvoir insérer des choses, comment dirais-je, limitation d'âge. Ou bien, comment tu vas faire ça? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que l'enfant qui, lui, il a eu à prendre le téléphone, par exemple, avec Bernard dans son quartier. Le téléphone est déjà manipulé. Ça a été déjà fait. Donc là, comment tu peux faire? Comment tu peux limiter? Et ça devient un problème. Par exemple, ici en Europe, quand tu achètes le téléphone, et très souvent, beaucoup de fois, c'est difficile que tu achètes un téléphone avec quelqu'un. C'est difficile. À moins que tu connais la personne vraiment en profondeur. Il y a une confiance entre vous, il y a une confidence, je peux dire. Mais avec ça, c'est pas possible. Ici, tu vas payer le téléphone, tu dois configurer le téléphone. Quand c'est un mineur, c'est les parents même qui vont acheter le téléphone, ils configurent ça et ils mettent contrôle parental. Et ce contrôle parental-là, ça fait que l'enfant ne peut pas dépasser ses limites. Si aujourd'hui l'enfant et le parent il s'élève, il dit non, tu as assez joué avec le téléphone, étant dans sa chambre, l'enfant est dans sa chambre, le gars peut bloquer le téléphone par contrôle parental. Vous voyez? Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que les gens ne peuvent rien faire, mais l'enfant, c'est lui seul qui a acheté son téléphone, c'est lui seul qui connaît comment est son téléphone, comment tu peux avoir accès. Bon, tu vas à travers le réseau, mais si l'enfant va configurer le téléphone et il met un âge avancé, comment tu fais pour savoir que celui-là, il ne dit pas vrai? Ou bien même utiliser la pièce d'identité. C'est que tu vas demander à ce que les constructeurs réussissent à insérer ça. Parce que le téléphone qui sort maintenant là, c'est pas que la configuration se fait avec la pièce d'identité réelle. On dit mets ton nom, date de naissance, basta, ou bien même mets ton nom. Tu mets ton nom, ça s'arrête. Donc, moi, j'aimerais bien voir comment tu réussis à pouvoir, comment on appelle ça, mettre en place cette stratégie-là pour éviter que les enfants de moins de 18 ans ne réussissent pas à pouvoir avoir accès à, comment on appelle ça, à Internet. Et quand tu as dit les enfants, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas aller en boîte, bon. Ici, ça se fait, hein. Ici, ça se fait. Mais il faut savoir que c'est un truc, ça va pour moi quand même bouger un peu les choses. Mais on attend voir. Moi, je dis, je suis du même avis que vous, hein. Mais il y a un truc que je voulais souligner.
quand tu parlais d'un truc, en parlant de, comment tu s'appelles là, je crois bien, tu disais, l'opposition mène un combat sur la CEI du fait qu'elle n'est pas crédible. Mais vous ne mettez pas l'accent sur ça, parce que c'est ce que vous avez dit, hein, vous ne mettez pas l'accent sur ça, et que vous pensiez aller aux élections avec ces CEI-là qui, vous pensez les battre. Mais moi, je ne sais pas, sur quoi vous vous basez. Hein. Quand on parle de liste électorale, tu es tout fait de choses, comment on appelle ça, de fausses personnes, tu es trouvé de nombreuses personnes qui ne sont même pas, qui n'existent pas. Ils ont parlé de 6 000 personnes. Ces 6 000 personnes-là, mais ça, ce sont des voix en plus. C'est-à-dire que même si il y a un contrôle, quoi que ce soit, avec ces 6 000 voix en plus, là, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire fait par exemple, il y a 30 millions de personnes qui doivent voter. En réalité, c'est 25 millions qui vont voter, ou bien même c'est 20 millions qui vont voter. Mais si tu mets 6 000 dessus, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un résultat, le résultat est faussé. C'est faussé. Donc, moi, ton discours là, vraiment, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi je pose la question de savoir, tu es de quel bord? Tu es de quel bord? Parce que les gens pleurent pour la CEI. Toi, tu ne fais qu'adouber la CEI. C'est-à-dire qu'officiellement, tu ne le dis pas. Mais dans le fond, tu fais pas. Bon. Moi, je cherche à comprendre un peu. Hein. Je suis un peu douteux dans cette affaire-là. Je doute fort. Voyons voir ce que ça va donner. Sinon, quand tu écoutes, il y a beaucoup d'ombre dans tes dits. Il y a beaucoup d'ombre. Comme le jeune journaliste a dit, hein, vous avez mis du temps avant de dire le chiffre qui pouvait vraiment satisfaire l'encadrement des jeunes. Ça met encore en doute votre crédibilité. Cherchez à comprendre. Hein. C'est pas qu'on ne vous veut pas à la présidence, mais il faut savoir dire les choses. On a été victime de tant de choses. Donc aujourd'hui, ceux qui viennent ici pour parler, on fait attention aux dires, on fait attention aux faits. Donc, veuillez m'excuser, mais c'est ça la vérité.